Journal de 8 heures sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Marine Le Pen est-elle déjà sur la touche alors que sa candidature à la présidentielle est compromise, suspendue à la décision des juges dans le procès en appel des assistants parlementaires du FN? Un sondage Odoxa pour Le Figaro nous apprend ce matin que le plan B du RN pour 2027, Jordan Bardella, est désormais le favori des sympathisants du Rassemblement national. Arthur Delaborde, 69% des électeurs RN estiment qu'il ferait un meilleur candidat pour 2027 que Marine Le Pen. L'élève a manifestement dépassé le maître. Au RN, la solution de repli apparaît aujourd'hui mieux positionnée que la candidature naturelle. Selon le sondage Odoxa, Jordan Bardella est désormais plus populaire que Marine Le Pen, y compris dans son propre camp. Dans l'ensemble de l'opinion, 45% des Français ont une image positive du président du Rassemblement national, contre 42% pour la députée du Pas-de-Calais. Mais c'est chez les sympathisants RN que l'écart est le plus net. 72% de très bonnes opinions pour Jordan Bardella, soit 12 points de plus que Marine Le Pen. Autre signal fort, Jordan Bardella n'apparaît plus comme un simple héritier. 57% des Français estiment qu'il peut exister politiquement sans Marine Le Pen. Ils sont même 86% parmi les sympathisants RN. Sa jeunesse ne freine pas non plus sa dynamique. Pour 52% des sondés, c'est même un atout. Et surtout, 41% des sympathisants RN considèrent que Jordan Bardella incarne une rupture avec la ligne de Marine Le Pen. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Puisqu'on parle d'élections, notez que c'est aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales afin de voter aux prochaines municipales prévues les 15 et 22 mars. 3 agressions en moins de 6 mois. La dernière, samedi dernier, dans le hall de son immeuble, lui a laissé un traumatisme crânien. L'histoire de Théo, cet étudiant de 19 ans, met au grand jour la violence des bandes de mineurs qui sévissent dans le 7e arrondissement de Lyon. Des jeunes de 14 à 17 ans, dont 5 ont été interpellés et seront poursuivis pour vol avec violence et agression. Mais Théo n'est pas leur seule victime. Voilà des mois qu'il sème la terreur dans tout le quartier de Gerland. Les habitants n'en peuvent plus. Reportage du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. C'est un quartier d'immeubles modernes, tout juste sorti de terre, une station de métro avec à côté des boutiques récentes ainsi que des bars avec terrasse. L'ambiance semble plutôt apaisée, mais c'est une illusion, estiment certains habitants comme Jean-Marie, qui montre l'esplanade avec jeux pour enfants, derrière laquelle a sévi la bande de mineurs récemment. Il y a des mineurs là dans le quartier qui poursuivent les passants et les cyclistes à coups de bâton. Des filles qui sont menacées de se faire violer. Ah oui, ils ont des bâtons, des battes de baseball. Oui, j'ai vu, il y avait pas mal de policiers là. Donc vous voyez qu'il y a toujours de l'insécurité grandissante. Des gamins de 13 à 15 ans scolarisés dans le collège du quartier qui n'agissent qu'en bande, explique Nour, lycéenne de 15 ans, prise à partie il y a 3 semaines. Mon ami, il avait un paquet de bonbons et ces petits-là, ils ont voulu nous racketter entre guillemets. Et moi, je me suis dit, vu que j'étais une fille, que ça allait plus détendre l'atmosphère, etc. Donc, du coup, ils m'ont insultée. Je leur ai dit que j'étais pas leur copine ni rien du tout. Ça leur a pas plu. Ils m'ont frappé 2 grands coups de poing sur le visage, un coup de poing du coup sur le cou. J'ai eu des coups de pied sur les jambes, sur le ventre aussi, et j'ai eu des coups sur le dos. Une lycéenne satisfaite de savoir que 5 d'entre eux ont été arrêtés et qu'ils seront jugés, mais inquiète d'apprendre qu'en raison de leur minorité, ils sont toujours libres, seulement sous contrôle judiciaire. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Autre affaire de violence des mineurs à Sanary-sur-Mer. Le collégien qui a poignardé son enseignante mardi vient de passer sa première nuit en détention provisoire après sa mise en examen hier pour tentative d'assassinat. Emmanuel Macron a adressé son soutien hier soir à l'enseignante dont le pronostic vital est toujours engagé. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04. L'actualité internationale à présent. L'ouverture aujourd'hui à Oman de pourparlers complexes étendus entre l'Iran et les États-Unis. L'égalité, le respect mutuel et l'intérêt réciproque ne sont pas de vaines paroles, mais des conditions indispensables et les piliers d'un accord durable. Voilà ce qu'a déclaré ce matin le chef de la diplomatie iranienne. Mais avant de trouver un accord durable, les négociations s'annoncent difficiles, tant par la multiplicité des sujets, le nucléaire, la répression des mollahs contre les manifestants, que par les désaccords qui se font déjà sentir et les ultimatums que tente d'imposer Washington. Caroline Baudry. Le nucléaire et seulement le nucléaire fera l'objet d'une négociation, avertit Téhéran. Aucun enrichissement en uranium n'est toléré sur le sol iranien, martèle en face Washington. Une exigence des Américains parmi d'autres, rappelle David Rigoulet-Rose, chercheur et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. En dehors du nucléaire, il y a les missiles balistiques et puis le soutien aux proxys régionaux. 4e condition associée aux 3 premières, que la répression contre la population cesse. 4 conditions irrecevables pour l'Iran, estime le spécialiste. Une intervention militaire américaine n'est pas à exclure, selon lui. Le dispositif américain se renforce de jour en jour. Sur les bases notamment américaines en Allemagne, les rotations sont quasiment 24 heures sur 24.
pour amener du matériel dans le Golfe. Alors officiellement dans la perspective d'une pression de plus en plus forte, maximale, mais quand on amène autant de matériel, qu'on étoffe autant un dispositif de ce type, c'est prévoir une possible impasse sur les négociations. Une opération américaine pourrait prendre plusieurs formes, de frappes ciblées sur des infrastructures militaires à la tentative de renverser la République islamique en place depuis 47 ans. Caroline Baudry. Le tsunami de l'affaire Epstein déferle sur l'Europe. Les derniers documents publiés par la justice américaine révèlent les liens de plusieurs personnalités politiques européennes avec le financier et pédocriminel américain. En France, notamment, l'ex-ministre de la Culture, Jack Lang, est cité plus de 600 fois. Sa fille, également concernée, a démissionné de son poste au syndicat des producteurs indépendants. Jack Lang, lui, refuse de quitter la présidence de l'Institut du monde arabe. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. L'ancien ministre socialiste plaide la bonne foi. Il n'est pas inquiété par la justice. En revanche, le Quai d'Orsay l'a convoqué. Pour quelle raison exactement ? D'abord parce que l'Institut du monde arabe qu'il dirige est notamment sous la tutelle du Quai d'Orsay. Ensuite, cette convocation est à l'initiative de l'Élysée et de Matignon. Au sommet de l'État, oui, on s'inquiète. On voit rouge car Jack Lang est cité pratiquement 700 fois dans les dossiers Epstein et cela pourrait éclabousser l'institution, lui faire mauvaise presse, entraîner des conséquences sur sa renommée mondiale et même sur son financement. Certes, l'ancien ministre socialiste assure n'avoir jamais eu connaissance des crimes sexuels d'Epstein, pleine même la naïveté, qu'importe, il va devoir s'expliquer en haut lieu. La pression grandit et elle vient de toutes parts. Le patron du PS, Olivier Faure, estime qu'il doit réfléchir à sa démission. Cela devrait aller de soi, embraye Ségolène Royal. En fait, les éléphants socialistes se déchirent. Epstein, c'est pas Bousquet non plus, s'exclame par exemple et sans sourciller l'ancien ministre socialiste Jean-Marie Le Guen. Jack Lang doit-il démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe ? Vous avez été 95% à répondre oui hier sur le site et l'application d'Europe 1. Merci Christophe Bordet. Tiens, vous parlez de la question du jour sur le site et l'appli d'Europe 1. Elle a trait aux violences des mineurs. Faut-il sanctionner les parents de mineurs violents ? Vous votez dès maintenant sur le site et l'appli d'Europe 1. On passe au sport. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, aujourd'hui en Italie. Dès 20h au stade San Siro de Milan et à Cortina d'Ampezzo. Des Jeux qui vont durer jusqu'au 22 février. Ensuite, les Italiens passeront le flambeau à la France, qui doit organiser les Jeux 2030 dans les Alpes. Serons-nous seulement à la hauteur ? Le comité d'organisation traverse une grosse période de turbulence, Cyril de la Morinerie. Oui, le comité d'organisation d'Alpes 2030 est secoué par une crise interne. 3 dirigeants ont démissionné en l'espace de 2 mois. Plusieurs journaux évoquent une dérive dans la gestion des salaires, des notes de frais importantes et usage surprenant des cartes bancaires. Des accusations que dément le comité d'organisation. Ces tensions ne surprennent pas Kevin Bernardi. Pour ce spécialiste de l'olympisme, Alpes 2030 est un dossier fragile, lancé trop vite. C'est une candidature qui a été mal ficelée. L'attribution a d'ailleurs été faite sous condition par le CIO puisqu'il y avait un certain nombre de points qui n'étaient toujours pas réglés. Et par la suite, il y a eu un peu le psychodrame avec Martin Fourcade qui était légitime, qui a été empêché par la pression politique au niveau régional. On a fait appel à Edgar Gros-Piron. La réintégration de Val d'Isère dans la carte des sites olympiques aurait accentué les frictions au sein du comité d'organisation. Le président d'Alpes 2030 est en position délicate selon Kevin Bernardi. On voit un isolement du président Edgar Gros-Piron. C'est pas une situation qui est confortable sur le long terme pour le comité d'organisation. Le CIO commence d'ailleurs à s'inquiéter et demande à Alpes 2030 d'accélérer et de travailler en équipe forte et confiante. Cyril de la Morinerie. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant.